Alors, je voulais commencer en citant une phrase célèbre de Rossellini. Rossellini, mon cinéaste que vous devez connaître, si je ne m'abuse. Cette citation, c'est « Je ne veux pas faire de beaux films, je veux faire des films utiles ». Et au fond, je me suis dit que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il entendait par là. Et pour moi, ça s'applique surtout à ses propres films, à son cinéma, à lui. D'abord parce que le beau, c'est pas le beau et l'utile, pardon, c'est pas deux choses antinomiques. Pour moi, on peut être beau et utile. Enfin, bon. Ce qui est beau est parfaitement subjectif, je pense. Et ce qui est utile, ben, franchement, ça se discute. Alors, c'est quoi un film utile? Si vous avez la réponse, vous me laissez un commentaire sur l'un des endroits où on peut écouter ou voir ce podcast. En bref, cette citation, elle me conduit un peu à une impasse et je trouve qu'un film, c'est valable en littérature, c'est valable en peinture, c'est valable en musique, à peu près dans toutes les disciplines. Un film ne peut pas se réduire, se laisser enfermer comme ça dans une définition. Je ne pense pas qu'un film comme Nouvelle Vague, qu'on a chroniqué dans le précédent épisode, ne soit très utile, mais il est assez beau. Yes de Nathalie Lapide, je pense que c'est dans le monde actuel, que c'est un film qui me paraît utile et qui est aussi assez beau dans le fond. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 films qui ne sont d'après moi ni beaux ni utiles, encore que cela se discute, mais on ne sera pas toujours d'accord. Et la phrase de Rossellini me sert donc de prétexte pour lancer un débat sur la subjectivité au cinéma, en espérant que nous serons plutôt en désaccord, car c'est ainsi qu'on avance pour moi. C'est pas forcément en étant tous d'accord les uns avec les autres. Sur ce, bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de Grand Angle. Salut Pierrigue, est-ce que tu es en forme ? Salut Pascal, écoute, très bien, très heureux d'être là pour ce 4e numéro qui s'annonce bien différent du précédent. On avait beaucoup aimé à peu près tous les films qu'on a critiqués. Là, je crois qu'on va être un petit peu dans l'opposé, donc ça va être intéressant. Je pense que ça va être bien différent du numéro 3. Est-ce que je rappelle le concept en 2 secondes? Donc on parle chaque fois de 5, on débat sur 5 films qui sont soit des sorties qui viennent de sortir, soit dont la sortie est imminente. Ensuite, on a un invité ou une invitée et on termine par des coups de cœur et des coups de gueule. Exact. Alors au menu de cet épisode, il y a l'un des films les plus commentés durant le Festival de Cannes, La Petite Dernière de Afzia Herzi. En festival, Isabelle Huppert avec La Femme la plus riche du monde. L'impossible adaptation de Camus avec L'étranger de François Ozon, une plongée en enfer avec la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, et Kika, qui est un film qui nous permettra de parler d'une forme particulière de prostitution, le sadomasochisme. On en parlera un peu à la fin. Notre invité, forcément, puisque le GIF, Geneva International Film Festival, s'apprête à ouvrir ses portes ce vendredi pour sa 31e édition. Notre invitée, c'est la directrice artistique du GIF, Anaïs Emery, qui le dirige depuis 5 ans et nous dira tout sur cette nouvelle édition. Mais on démarre, le menu est riche et on ne veut pas perdre trop de temps. Alors, on démarre avec La Petite Dernière de Afzia Herzi. Pierrick, quel est ton avis sur ce film qui fait assez consensus pour l'instant Exact. dans ce qu'on peut lire. Alors, donc oui, La Petite Dernière de Afzia Herzi qu'on a découvert ensemble au Festival de Cannes cette année en sélection officielle. Alors, nous sommes en effet avec Fatima, 17 ans, qui vient de terminer son lycée, une jeune femme musulmane qui est interprétée par Nadia Meliti, qui a d'ailleurs gagné le prix de la meilleure interprétation au Festival de Cannes cette année, et qui va progressivement comprendre que son cœur bat bien plus fort pour les femmes que les hommes. Et dans un contexte socio-religieux pesant, elle va devoir trouver sa voie. Alors une rencontre va un petit peu tout faire basculer. Pour Fatima, elle va rencontrer Gina, qui est interprétée par l'extraordinaire Jimin Park, qu'on avait tant aimé dans Retour à Séoul de David Chou. Et puis donc ce premier émoi, évidemment, va ouvrir les portes d'une émancipation sexuelle, d'une émancipation amoureuse, mais aussi ouvrir à une émotion d'un premier amour brisé. Alors, qu'est-ce que je pense du film ? Moi, je dois dire que j'ai encore, avec émotion, la première demi-heure du film, qui m'a, pour moi, extrêmement touché. La première demi-heure, j'étais vraiment vissé, scotché à mon siège. Pour être honnête, je voyais déjà la palme d'or se dessiner pour Afzia Herzi, je te jure, parce que pour moi, j'étais bouleversé, vraiment en larmes sur les 30 premières demi-heures. Je sais pas, j'étais vraiment touché, parce qu'en fait, il y avait vraiment cette confrontation des deux visages entre Fatima, cette actrice formidable qui a gagné encore une fois le prix d'interprétation,
qui a un visage assez dur, assez fermé, une sorte de révolte un petit peu sur elle-même, de cette non-acceptation de la personne qu'elle est. Puis va arriver en effet Gina, avec son regard beaucoup plus doux, un sens de l'écoute, du regard, et puis les deux vont se trouver petit à petit, et je trouve que ce moment est vraiment gracieux et très beau. Et puis, à un moment donné, par un twist un peu scénaristique, Gina va disparaître de l'écran. Et je trouve que le film, à ce moment-là, s'effondre totalement. Je trouve elle va revenir à un moment donné. Tout à la fin, tout à la fin. Ensuite, il y a un grand espace vide pour moi du film dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, en effet, cet enivrement de ce premier amour, de cette étincelle, je trouve le film s'effondre à partir du moment où elle disparaît. Et puis là, on bascule, je trouve, dans un film qui est un film d'émancipation hyper bateau, hyper convenu, avec des poncifs, les scènes dans la boîte de nuit, etc. Et je trouve que le film se perd vraiment à partir de là, et je trouve qu'en effet il y a un grand moment de vide pour moi. En effet, elle va revenir plus tard, mais je trouve que la seule dernier moment moi qui me touche, c'est justement la scène finale où il y a, on va rien dire, mais il y a la rencontre entre la mère et Fatima. Et là, de nouveau, j'ai été retouché. On a en fait cette confrontation entre Fatima et sa mère, où le secret est toujours là, les mots ne sont pas dits, mais par le geste, par le regard, on comprend qu'elles se comprennent. Et puis là, je trouve que c'est un moment très beau, plein d'humanité, plein de compréhension comme ça, mutuelle et aussi mutique. Et bref, donc pour moi, en fait, il y a cette première demi-heure qui est absolument magistrale. Le film s'effondre et me laisse complètement de côté. Il me récupère un petit peu à la fin, mais vraiment, pour moi, ça fait un film qui m'a laissé de côté vraiment. Je trouve malheureusement ça aurait pu être un grand film, ça aurait pu être un beau film, mais je trouve que toute cette trop longue partie à l'intérieur du film se perd vraiment dans des poncifs de l'émancipation, dans la recherche des limites, etc. avec toute cette scène. Et ça m'a vraiment perdu, et je suis déçu parce que j'aurais aimé que Hervé Herzi reste vraiment sur ce duo jusqu'au bout pendant tout le film, parce qu'elle a créé quelque chose de très beau et que de manière incompréhensible elle détruit trop vite en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Bizarrement, c'est un film que j'avais, comme toi, énormément aimé à Cannes, et je dois dire que c'est pas le film qui a le mieux vieilli dans mon esprit, parce que je me souviens surtout de ses défauts. Et pour moi, le principal défaut du film, c'est l'écriture des personnages secondaires, Ouais, anecdotique. qui ressemble un peu trop à des caricatures pour que j'adhère vraiment à cette histoire. Et comme tu le disais, les scènes de boîte de nuit, je sais pas si tu l'as dit, les scènes de qui boîte sont de nuit, convenues, les soirées déjà vues 1000 fois. étudiantes, Ouais, c'est des clichés, la lesbienne qui drague les autres, bref. Ça alimente une sorte d'antipathie pour voir un rejet qu'on peut avoir pour les personnages. Et Dieu sait s'il n'y a pas besoin. Et là où je ne te rejoins pas, c'est que j'inclus dans ses défauts Gina, Ah ouais? la copine asiatique, pour moi, qui est un peu pleurnicheuse, qui non. s'oppose à Fatima, que j'aime pas beaucoup. Voilà. T'aimes pas ce personnage? Oui, parce Ni qu'en fait, le personnage ni l'actrice. J'ai pas vu de retour à Séoul. Donc, elle est merveilleuse peu importe. dedans, et je trouve que si elle a un sens du jeu, elle est juste. Et puis justement, je trouve que c'est justement l'écriture d'Hervé Herzi qui la rend hyper antipathique, qui la coupe du film de C'est manière possible, un peu c'est incompréhensible, possible. parce que tu sais, cette scène où ils se rencontrent là, où vraiment il y a cette découverte amoureuse, je trouve que c'est très juste tous les deux. Ouais, elle s'en défait. Enfin, AZRC s'en défait. Ouais, totalement. Et je sais pas pourquoi. Je sais Et pas. je trouve que ça plonge un peu le film. Mais ouais. Et c'est le troisième film de AZRC. C'est tiré d'un roman de Fatima Diaz, qui est un roman autobiographique qui a fait beaucoup de bruit déjà à l'époque de sa sortie en librairie. Et donc, c'est son troisième film après Tu mérites un amour et Bonne mère. Sauf erreur, pas sorti en Suisse. Je ne vais pas jurer parce que Attention, hein. on n'est jamais sûr. Pour moi, c'est presque le moins fort des trois. Et j'ai l'impression finalement que c'est un film qui a l'intérêt de cocher un peu toutes les cases pour l'instant. Film de festival D'où le pour moi. consensus. Film Il y de a festival. un consensus énorme en dehors du festival. Film de festival, mais qui manque beaucoup d'aplomb, je trouve. On est d'accord en partie, pas sur tout. On en vient à La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. Alors, très brièvement, c'est librement inspiré de l'affaire Bettencourt et François-Marie Bagné. L'histoire d'une femme ultra riche, Marianne, dans le film, ils n'ont pas repris les mêmes patronymies, les mêmes prénoms, qui est milliardaire, un photographe qui essaie de la séduire, qui tente de la séduire et surtout qui la manipule, quitte à provoquer la rage de sa fille, Frédéric, pendant qu'un majordome dans un coin observe tout ça. Et moi, j'aime plutôt, parce que c'est un film d'acteur, c'est signé Thierry Cliffat, mais pour moi, c'est un film d'acteur, et j'aime bien les films d'acteurs, où il y a en plus Isabelle Huppert dans chaque plan, ce qui me gêne absolument pas, au contraire. Elle organise presque le film voire le met en scène, au fond, en fonction d'elle. Et alors, le cinéma d'acteur, pour moi, c'est une tradition française. Enfin, c'est pas pour moi, c'est une tradition française qui remonte aux années 30, avec des dizaines de nanars totalement improbables, totalement immontrables aujourd'hui, avec des acteurs qui cabotinent à outrance, souvent quitte à jouer très, très mal.
Et là, le seul défaut qu'il y a, c'est que Laurent Lafitte fait un peu comme il joue un peu de manière outrancière, il cabotine. Absolument. Il en fait trop. C'est insupportable. Et j'ai l'impression qu'il veut rivaliser avec Isabelle Huppert. Et par instant, il est tellement outré que ça en devient too much. Mais enfin, il y a quand même Marina Foïs, moi que je trouve diabolique et que je trouve là très bien. Il y a surtout Raphaël Persona, qui est méprisé par l'intrigue et qui mérite d'être cité pour moi. Après, je pense que si on n'aime pas Isabelle Huppert, on ne peut pas aimer le film. Alors, moi, c'est pas que j'aime pas sens pas qu'on va pas être Isabelle Huppert, d'accord, mais mais en effet, moi, les raisons pour lesquelles tu aimes le film, c'est exactement les raisons pour lesquelles je l'aime pas. Voilà, Exactement. Je le savais. Parce qu'on est, pour moi, je trouve que Lafitte est insupportable, vraiment. Tu as parlé de cabotinage. Il est vraiment, c'est le but. Au mieux, il est antipathique, au pire, il est regardable à jouer ce faquin en ignoble petit manipulateur. Vraiment, je trouve qu'il en fait tellement. Et je trouve que ce jeu d'acteur, il cache le fait qu'il n'y a pas de cinéma derrière, il n'y a pas de mise en scène, l'histoire elle est archi connue, tout le monde la connaît. Mais c'est des acteurs qui font des numéros. Mais moi, les films d'acteurs, ça me fatigue. Je trouve que c'est pas intéressant. Isabelle Huppert, moi je trouve que je suis pas d'accord avec toi, je la trouve mauvaise parce que je la trouve soit assommante, chiante, vraiment ennuyeuse, ou alors d'une forme de fausse rebelle, un peu idiote. On se régale, mais on l'apparaît tout le long. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est justement perdue un petit peu entre ce côté assommant, ce côté folie, idiotie, rebelle, et je sais pas, moi je trouve que ça marche pas. La morale du film, c'est pas de morale pour moi, il y a rien. Non, mais c'est La Fontaine, quoi. Enfin, pas chercher si loin. Mais je trouve que le film meurt justement du fait de ce concours d'acteurs, de ce concours de numéros. Pour moi, c'est un concours de clowns, en effet, qui va faire la plus grosse action, qui va faire la meilleure scène. Et dans ce concours d'acteurs, je trouve que qu'est-ce qui est délaissé ? Le cinéma, la mise en scène. Je trouve ça hyper vide, hyper fastidieux. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que même le personnage de Marina Foïs c'est hyper nul. Je trouve qu'elle joue mal avec sa perruque. Je la trouve relativement ridicule. Ça, c'est la faute de perruquier. Je vais l'attaquer. Mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment. Alors, franchement, Thierry Cliffat est un mauvais metteur en scène. Il a jamais fait un bon film. Avec Bus Palladium, Les Rois de la Piste, Les Jeux de sa mère. C'est regardable, mais ça, c'est pas un grand réalisateur, c'est pas un grand metteur en scène. Et là, tout le monde n'est pas Alain Guiraud. Ouais, mais c'est ce qu'on cherche ici. Oui, on cherche l'excellence. Je sais. Mais en effet, donc je trouve voilà, le film est. Ou alors, ça aurait limite, j'aurais aimé limite que ça aille encore plus loin, peut-être. Encore plus dans l'excès, encore plus dans le mauvais goût. Là, on arrive chez Bruno Dumont, là, si on va plus loin. Oui, on va loin, ouais. Moi, je suis pas contre. Moi non plus, c'est autre chose, Dumont quand même. Donc voilà, moi je trouve que je suis complètement passé à côté du film. Je trouve vraiment que ça a pas d'intérêt, pas de sens, et je me suis vraiment ennuyé du début à la fin. Voilà. Donc le film sort le 29. Est sorti donc le 29 octobre. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas dit que la petite dernière est sortie le 22. Exact. J'ai oublié de le dire avant. Exact. La petite dernière, ouais. Le 22 octobre. Et La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat est sortie le 29 octobre. Est-ce que tu veux rajouter un mot là-dessus ? Juste si vous aimez Isabelle Huppert, allez-y sans mais non, moi j'aime bien Isabelle Huppert, j'ai pas aimé le film. Mais bon. Il se peut qu'il y ait des films avec elle qu'on n'aime pas. On va passer à l'étranger de François Ozon d'après Albert Camus. Je crois qu'on a des avis assez positifs là-dessus. Ouais, exact. Donc, en effet, après Visconti, L'étranger d'Albert Camus est adapté par François Ozon et dans le rôle de Meursault, Benjamin Voisin. C'est la seconde fois qu'il collabore d'ailleurs avec François Ozon après le plutôt bon été 85. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Meursault, un Français à Alger dans les années 50, un homme distant, inexpressif, un homme pour qui rien n'a d'importance, pas même le décès de sa mère, qu'il apprend d'ailleurs au début du film, évidemment du livre. Il y aura la fameuse phrase culte de Albert Camus. Il n'y aura pas de larmes, pas même d'émoi lorsqu'il tombe aussi sur Marie, cette jeune femme où une histoire pseudo-amoureuse va se nouer entre les deux. Puis un meurtre. Meursault va tirer 5 coups de fusil en plein cœur d'un Algérien, là-bas froidement. Va s'en suivre en effet une deuxième partie avec son procès et sa condamnation. Alors sur cet étranger de François Ozon, moi j'ai beaucoup aimé le film et il y a principalement en fait 2 angles qui me poussent à avoir beaucoup aimé ce film de François Ozon. Le premier, c'est je trouve que ça paraît logique, mais la logique n'est pas toujours évidente en cinéma. C'est le mariage quasi religieux qu'il y a entre l'économie du rythme, la mise en scène, la chronologie appliquée, une vraie rigueur, tenue du récit, je trouve, et la personnalité apathique de Meursault, avec un grand respect de la tonalité du livre de Camus. On a une application vraiment remarquable de Ozon de mise en scène, à tenir sa caméra,
tenir sa direction d'acteur, pour maintenir le ton de l'absurdité, le ton du désenchantement, le ton de l'apathie. Et je trouve que on a en effet chez Ozon un respect vraiment formel, très appliqué, très tenu, très beau. Et pour moi, de la rigueur naît la cohérence et de la cohérence naît une forme de beauté. Ça, c'est le premier point qui m'a fait beaucoup aimer L'étranger. Le deuxième, c'est le rapport repensé de Ozon à la colonisation. Bien sûr, la critique de la colonisation est présente dans le livre de Camus, mais pas du tout de manière aussi frontale. Là, le poison de la colonisation est présent dans tous les plans. La scène d'ouverture, la ségrégation au cinéma, l'ensemble des travelling qu'il va faire de manière répétée dans le film appuie ce poison de la colonisation française en Algérie. Et je vois en fait, c'est mon interprétation, en tout cas, je vois chez Ozon cette brillante capacité de mettre le lien entre le poison du colonialisme et le déracinement de Meursault. J'ai l'impression qu'il veut nous dire que par également par cette colonisation, Meursault est le fruit pourri de cette colonisation à Alger, un homme donc perdu, déraciné, perdu dans des valeurs oubliées, un homme déshumanisé qui va vivre là où il ne devrait pas vivre, qui va être écrasé par un soleil, ce fameux soleil qui n'est pas le sien, qui va être anesthésié par une vie qui n'est pas la sienne. Et je trouve que, en effet, cette application de Ozon dans la mise en scène et ce regard un petit peu nouveau quand même, très, très frontal sur la lecture de la colonisation dans ce film là, je trouve est très juste, très beau. Et je trouve que voilà, ça fait un film vraiment passionnant. Je sais pas ce que tu en penses. Globalement d'accord avec toi. Je pense pas que la thématique de la colonisation soit si accentuée dans la démarche d'Ozon, mais peu importe. C'est ma lecture. C'est une lecture on a le droit d'avoir des lectures. Et comme on parle de lecture, on parle de lire. Je sais plus qui a dit que pour bien adapter, il fallait trahir. Quelqu'un l'a souvent dit, ça a peut-être été dit par plusieurs personnes, et que L'étranger, on ne peut que le trahir. C'est le roman le plus célèbre, ou l'un des plus célèbres de la littérature française, de toute la littérature française. Donc Ozon est contraint d'en donner une version, une lecture, ce qui fait. Je trouve que son morceau est campé par Benjamin Voisin, que je trouve admirable. Absolument. Mais il est beaucoup trop beau. Les plans sont trop léchés, les cadrages presque trop justes, trop épurés quelque part. Hein. Et c'est une relecture pour moi très esthétique, presque plus esthétique que thématique. Mais je trouve que parmi ces derniers films, c'est aussi celui qui m'a produit le plus ou dans lequel il prend le plus de hauteur sur son sujet. Je trouve aussi. Et là, il en prend vraiment. Et surtout quand on le compare avec, tu l'as cité tout à l'heure, Été 85. La précédente version. Non, celle de Visconti de 1967, qui était un mauvais film, une pitrerie pour moi, un des pires films de Visconti. D'ailleurs, on le voit jamais, il est jamais montré nulle part. Une illustration plate dans chef-d'œuvre. Chez Ozon, il y a un mélange d'humilité et d'ambition. Je trouve qu'il y a les deux, qui me fait beaucoup de bien, qui, je pense, va faire du bien. Voilà. Humilité, je suis d'accord. Justement, c'est ce que je disais dans ma côté. Ouais. Mais non, mais je trouve que c'est bien, c'est réussi. D'accord, j'ai pas. Hein? Sur quoi? Sur le Visconti, mais c'est un autre débat. On n'a pas le temps. On s'en fiche. Je suis pas du tout d'accord avec ta vision. Un des pires films de Visconti. Non, je suis pas du tout d'accord. Voilà, peu importe. Mais passons. Et ça sort le 5 novembre, je crois. Voilà. Donc, c'est le 5 novembre. On passe à la disparition de Joseph Mengele. Alors, ça parle de quoi? De Kirill Serebrennikov. Alors, tout est dit de quelqu'un de très sympathique, tout est dit dans le titre. Alors, au début, on retrouve Mengele en 1956, caché à Buenos Aires. Après, il se réfugie au Brésil. On découvre ce qu'il a fait, son œuvre, avec des retours en arrière, ce qu'on appelle des flashbacks. Il ne faut pas oublier que ce film, c'est l'adaptation d'un roman d'Olivier Guèze qui a vu le Renaudot en 2017. Livre que je n'ai malheureusement pas lu. C'est un film qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, jusqu'à la nausée. J'en suis ressorti avec une boule au ventre, vraiment au bord du malaise. Je pense que je ne suis pas le seul. Parce que le principe du film, et c'est la démarche de Serebrennikov, c'est on est avec Mengele, tout comme dans le roman, d'après ce que j'ai lu, dans le roman de Christophe Guèze, on est aussi constamment avec lui, tout comme le comédien qui incarne Mengele, August Diehl, que je trouve formidable, qui est un comédien allemand qui est toujours bon, qui l'incarne. Et qui était dans le Terrence Malick, Une vie cachée, voilà, très très bien. Notamment, oui. Et également, il est tout le temps avec lui, puisqu'il le joue. Alors la question, c'est est-ce que j'ai envie, moi, en tant que spectateur, de passer 2h15 avec Mengele? Et la réponse est non. Donc je suis partagé entre l'envie d'ignorer le personnage et ce discours qui pour moi est un peu rance, qui consiste à dire faut parler des choses, faut pas qu'elles soient oubliées, etc. Je trouve que c'est bon, finalement. Là, il montre un peu
trop, il montre pas, non, mais il évoque un peu trop, de manière trop forte, pour moi, les camps et les expériences que Mengele a pratiquées sur les pauvres prisonniers. Et, ouais, La chose à noter, c'est, contrairement à ce que fait d'habitude Serebrennikov, c'est le calme de la mise en scène. Absolument. Ce qui, paradoxalement, pour moi, renforce l'horreur de ce qu'il montre. C'était obligé, il n'allait pas faire ce qu'il fait d'habitude avec Mengele en lui faisant faire de la danse contemporaine et des plans séquences de 3 minutes. Mais quand même, on est cantonné jusqu'au bout dans une espèce de cauchemar sans fin. Serebrennikov l'a tourné très vite après Limonov, son précédent film qu'on a vu il y a une année, je crois. Oui, ouais, c'était l'année juste avant. Voilà. Ouais. Et je ne sais pas s'il pourrait y avoir un autre film. Enfin, donc la disparition de Joseph Mengele me laisse un peu perplexe. Je la fais admiratif et mal à l'aise. Donc voilà, il a aussi fait des mises en scène de théâtre. Il donne en ce moment le Hamlet, une version de Hamlet au Châtelet. Au Châtelet, que tu as vu. Oui, je suis allé le voir. Dont tu peux dire 2 mots. Ouais, je suis allé voir le Hamlet de Serebrennikov, pour petite parenthèse, au Théâtre du Châtelet de Paris samedi dernier. Et puis c'est absolument merveilleux. 3 heures, où Hamlet est interprété par différents acteurs, et dont Auguste Dil d'ailleurs, qui joue le Mengele. Et donc voilà, moi j'ai une admiration absolue pour Serebrennikov. Pour moi, c'est l'un des meilleurs metteurs en scène du XXIe siècle. J'ose le dire et le crier haut et fort. Je suis allé voir aussi son opéra Lohengrin de Wagner à l'Opéra Bastille. Je suis un petit fan qui le suit partout. Mais là, honnêtement, en effet, je vais dans ton sens. C'est-à-dire que je suis très embêté par ce film. Pourquoi ? Parce qu'en effet... Et on accepte l'insoutenable, on salue peut-être le geste courageux de s'être attaqué à un tel sujet, mais en même temps, je trouve que bon, il n'y a pas de film nécessaire, mais il y a des films inutiles. Est-ce que ce film est inutile ou pas ? C'est ce que je disais au début, il y a des films utiles et beaux. Voilà. Mais il y a des films aussi inutiles. Est-ce que celui-là en fait partie ? Je trouve qu'on est dans une interstice un peu dérangeante, questionnante du pourquoi. Pourquoi cette attraction pour l'horreur ? Pourquoi cette mise en lumière du plus sombre, cette esthétisation même de l'horreur, de ce personnage ? On pourrait retomber même sur du Haneke, du mauvais Haneke. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime très peu Michael Haneke. C'est cette fascination pour l'horreur, pour le malaise. On y reviendra un jour. Un jour. Donc voilà. Et là, moi, je trouve que c'est exactement ça. Il y a une forme un petit peu de plaisir malsain à filmer de manière assez esthétique l'horreur, et surtout en fait au-delà du personnage, ce qui est dégueulasse, c'est que clairement il n'y a jamais de repentance en plus, jamais une once de repentance. Ce personnage est d'une lâcheté absolue, c'est-à-dire qu'il c'est un fuyard, c'est un lâche, il n'y a aucune repentance, le déni est total. Donc c'est vrai que le film interroge tout de même sur sa propre légitimité à exister finalement. Et comme souvent, et c'est le grand reproche qu'on fait à Serebrennikov, c'est qu'il y a plus de style que de fond. Et là, clairement, c'est que c'est vraiment très stylisé sur un fond, sur un sujet qui peut-être ne méritait pas. Donc c'est vrai que je suis embêté par ce film. Je ne pense pas réellement qu'il restera dans la filmographie de Serebrennikov, non pas par ses qualités de cinéaste qu'on les connaît, mais par le sujet en lui-même qui peut-être n'avait vraiment pas besoin d'être imagé, d'être fictionné, d'autant plus que le bouquin existe, il est là. Je pense qu'il faudrait le lire. Moi, j'aimerais bien le lire. Je ne l'ai pas lu non plus, mais le bouquin existe. Est-ce qu'il y avait réellement besoin de l'imager et de nous mettre 2 heures face à cette monstruosité ? Sincèrement, je suis vraiment pas sûr. Le film est sorti le 29 octobre. C'est ça, c'est juste. Il nous reste un film à traiter. Exactement. C'est Kika, je crois que c'est à toi d'inaugurer. Exact, Kika, c'est le nom de cette femme qui est assistante sociale à Bruxelles et qui va tomber donc amoureuse d'un réparateur de vélo sur laquelle elle tombe par hasard pour justement réparer le vélo de sa fille. Elle va alors donc quitter son conjoint pour entamer une nouvelle vie, une nouvelle relation avec lui, mais patatras, ce nouveau conjoint va mourir subitement d'un AVC et elle va se retrouver alors seule avec sa fille, enceinte, sans un sou, et donc va décider de se tourner vers la prostitution, mais pas n'importe quel type de prostitution, tu l'as dit en introduction, vers la pratique de sadomasochisme, du BDSM. Alors, moi vraiment, j'ai pas non plus aimé Kika, je suis là aussi très embêté à parler de ce film pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que j'aime bien, le côté que j'aime bien,
vraiment, on va commencer par le positif, c'est que ça commence comme un drame social relativement convenu, un film classique, on va dire un film dardénien, belge, drame social, avec le nouveau copain qui meurt, etc. Et puis d'un coup, en fait, le film part totalement à l'opposé et va s'intéresser, va pénétrer en fait justement la pratique du sadomasochisme, la prostitution, etc. Donc on part d'un procédé d'un film vraiment convenu, de drame social, et on finit en fait à aller dans les coursives du sadomasochisme à Bruxelles. Mais le problème principal pour moi, c'est que le réalisateur, La réalisatrice, pardon, Alex Poukine, en fait, elle y va trop doucement. Elle y va sur la pointe des pieds. Je trouve que c'est un petit peu, je sais pas, c'est un petit peu enfantin et étudiant. Je trouve que c'est comme si le sujet lui-même la mettait mal à l'aise. Je trouve qu'elle a peur de montrer. Il y a beaucoup de hors-champ, il y a un petit peu d'humour. Kika, on a l'impression qu'elle est là sans savoir pourquoi elle est là. Elle y va jamais vraiment. Et je trouve que le sujet, en fait, c'est un film plutôt d'écriture, mais qui se met très mal à l'image. Et en plus, voilà, cette métaphore un peu lourdingue de la douleur physique, psychique, du deuil, avec la douleur physique, etc. Ça, franchement, c'est pas vraiment barbant, traité, moi je trouve. Et c'est pas traité, puis c'est tellement lisible que c'est même pas traité. Mais je trouve que, en effet, il montre pas assez ce film. Vas-y, fonce, pénètre justement ce milieu BDSM, etc. Mais moi, j'aurais aimé, à la limite, en voir beaucoup plus, que ce soit beaucoup plus intense. Et là, finalement, ça fait un petit film étudiant où le sujet est intéressant, mais toujours à surface. Donc, ouais, moi, j'aurais aimé qu'elle y aille beaucoup plus. Et donc, je trouve que le film est super bâclé au final, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose au final. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, enfin, je vais pas développer outre mesure. J'ai pas adoré. Alex Poukine, j'ai dit Poutine avant, pas. Non, s'il te plaît. Glissement de sens. Ouais. Voilà. Pas de lapsus. Non, pas de lapsus. Après plusieurs documentaires, donc elle s'est lancée, d'après ce qu'elle dit, dans une comédie. Pour elle, Kika, c'est une comédie. Moi, j'ai pas trouvé ça très drôle, même pas drôle du tout. Non. J'ai surtout retenu l'aspect glauque, le virage de l'héroïne dans la prostitution et les pratiques BDSM. Et moi, je dis heureusement qu'il y a une comédienne formidable, qui est cette Manon Clavel. Moi, je suis pas d'accord. Qu'on a vu récemment dans Le Répondeur, qu'on a vu dans La Vérité de Coréeda, qu'on a vu dans plusieurs films comme ça. Elle a quand même dû construire un personnage assez impossible. Elle est assez peu attachante. Pas du tout attachante. Ouais, mais contrairement à ce qui est dit. Voilà. Mais finalement, je trouve que l'ensemble, le résultat me paraît paradoxalement un peu sommaire, un peu léger. C'est ça. On passe vite sur le thème du deuil qui la frappe au tout début. C'est brouillon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une recherche de sensationnalisme dans le sujet. Et ça j'en suis assez peu friand, d'autant plus que c'est pas vraiment traité. Ça devrait être plus subversif. Absolument. Plus dérangeant. Il y a des gens qui ont été choqués à la projection de presse, qui sont ressentis choqués. Si, je te le dis. D'accord. Okay. Pourtant, on voit rien. On voit rien, mais absolument rien. Voilà. C'est vraiment enfant de cœur. Je n'irai pas jusque là, mais je trouve pas le film très très utile, comme je dis au début. Non, je trouve pas le film très très utile, et donc ça clôt ma parabole sur le beau et l'utile. Ouais, moi un dernier mot, moi non plus Manon Clavel, moi je la trouve pas bonne dans le film. Je sais pas si c'est elle, pas bonne, pas si c'est elle ou la direction d'actrice, mais je la trouve, comme tu dis, problème de placement. Soit elle est trop froide, soit elle est trop enfantine, elle est jamais touchante. Ouais, je trouve que ça va pas. Ouais. Et le film sort quand ? Le film sort le 5 novembre. Novembre, oui, absolument. Ouais. Lui aussi. On a fini notre tournus critique. Exact. Maintenant, on va accueillir notre invitée qui trépigne dans le coin du studio. Je la vois là-bas. Anaïs Emery, qu'on accueille avec plaisir et avec bonheur. Bienvenue Anaïs. Bienvenue Anaïs. Salut, alors on se dit tu, on a convenu que tout le monde se dit tu. Ouais, tutoyons-nous, voilà. C'est plus simple. Ouais. Alors, en quelques mots, tu me contrediras si je me trompe. Anaïs Emery donc, est directrice du GIF pour cette 31e édition qui débute ce vendredi 31 octobre et qui dure jusqu'au 9 novembre. Auparavant, tu as cofondé le NIF, qui est le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. Et encore avant, d'être directrice artistique du Festival de science-fiction de Nantes, qui s'appelle aussi Les Utopiales, c'est juste ? Exact. Tu as étudié à Neuchâtel, puis à Lausanne. Et depuis 2021, tu as succédé à Emmanuel Cueno à la direction du GIF. Et donc, c'est ta 5e année à la tête de ce festival, qui est très important pour Genève, qui est le plus gros festival à Genève, c'est moi qui le dis. Et juste en quelques mots, juste pour nous aider à situer cette édition qui démarre dans quelques jours, dans quelques heures,
Comment est-ce que tu la sens? Est-ce qu'elle était compliquée à mettre sur pied? Et qu'est-ce qui sera, à ton avis, le ou les points forts? Merci pour cette présentation. Oui, effectivement, on va présenter la 31e édition du GIF, la 5e pour moi. Et je pense que c'est une édition qui va se démarquer pour son aspect multisensoriel, par la force des œuvres qu'on a sélectionnées. C'est un festival d'audiovisuel au sens large, donc on va Ouais. montrer des films dont nous allons peut-être parler, Mhm. des séries, mais aussi beaucoup d'expériences immersives. Et je pense qu'on a atteint une certaine maturité dans cette programmation convergente, la manière dont ces différents formats se répondent et ce qu'ils racontent ensemble. Je peux aussi souligner que dans le domaine des films, je pense qu'il y a de la qualité, qu'il y a de la force. Pour les séries, on a vraiment réussi à amener un pool de séries qui présentent des personnages vraiment très bien travaillés, avec ce qu'on aime dans les séries aussi, la capacité de nous emmener, de nous projeter dans des situations sociétales qui, de manière très forte, font vraiment réfléchir. Et les œuvres immersives, à mon sens, voilà, amènent un nouveau niveau. Ouais, on va en parler un petit peu après. Mhm. Moi, je voulais savoir à quel point justement ton travail initial au NIF et donc toute cette approche où tu étais membre de la Fédération européenne des festivals du film fantastique, à quel point ce travail du NIF a aujourd'hui un impact sur ton travail au GIF, sur ta manière de voir les films, de sélectionner les films et cette accointance au film fantastique, à quel point aujourd'hui ça a un impact sur ton travail au GIF en fait. C'est intéressant. Parfois, je me pose moi-même la question. Je pense qu'il y a plusieurs aspects de mon parcours au NIF qui m'ont amené directement au GIF. Le premier, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est le programme professionnel du NIF, qui était beaucoup lié aux effets spéciaux, qui c'est un domaine qui est très fort dans le domaine fantastique. Mhm. Et là, j'ai développé beaucoup de réflexions autour du numérique. C'est un domaine qui m'a vraiment intéressée, qui m'a amené aussi à faire une formation continue ici à l'Université de Genève. Mhm. Et ça m'a vraiment passionnée, la question de comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour raconter des histoires. Le fantastique est aussi un genre primaire, je dirais, du Mhm. cinéma. Et donc aussi le fait que le cinéma lui-même est un art technologique est une pensée qui est très présente chez moi. Euh, et ça, je pense que ça m'a aussi amené au GIF. Mhm. Après, en termes de pari artistique, c'est complètement différent. Bien sûr. Ouais. Peut-être là où il y a aussi un lien, mais à réfléchir, peut-être je ferai mieux le bilan Mhm. dans quelques années, mais il était assez difficile de défendre l'idée que le cinéma fantastique est un cinéma respectable au début du NIF. Aujourd'hui, tout le monde l'a bien compris, même Cannes pourrait être considéré Mhm. comme un festival fantastique. Donc on se fait plus ces réflexions, mais au départ, oui. Et je pense qu'au GIF, et je pense que ça résonne aussi fort avec l'état d'esprit innovant de Genève, il y a une proposition qui n'est pas toujours simple, Mhm. qui crée des débats, voilà, qui crée des encadomismes, qui propose de la réflexion. Et là, je pense qu'il y a aussi des aspects, je dirais, que je retrouve en tout cas. Pour ce qui est de la sélection des films et des séries, c'est complètement différent. Peut-être une chose que j'ai apportée au GIF, c'est qu'on travaille avec des comités de sélection. Donc, on a des gens dans l'équipe qui sélectionnent, mais on a aussi des gens externes. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi petit à petit avec mes collègues précédents, créé au Festival de Neuchâtel. Et je trouve que ça me porte beaucoup. Oui, bah moi je vais rebondir un petit peu justement sur ce côté immersif justement. Cannes a mis sa sélection immersive d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, hein, justement pour rentrer dans cette 5 ans, non? thématique. 5, 6 ans? Autant que ça? Moins même, hein. Non? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est relativement récent, on va Ouais. dire. En tout cas, ça fait moins de 10 ans, ça c'est sûr. Oui, ça Euh, deux. et du coup, bon, il y a en effet, j'ai vu dans la programmation qu'il y a une mise en avant du cinéma néerlandais, des Pays-Bas. Et j'aimerais un petit peu que tu nous en dises un peu plus et à quel point justement, bon, ça c'est la sélection avec le cinéma néerlandais qui arrive, mais j'aimerais aussi connaître à quel point justement le cinéma immersif peut avoir un impact sur le cinéma traditionnel dans le futur et comment pour l'instant il y a deux sélections séparées mais à quel point en effet le cinéma immersif et ce travail-là peut avoir désormais un impact sur le cinéma traditionnel dans le futur et comment tu vois les choses peut-être se joindre à un moment donné. Merci pour cette question. Alors, à Cannes, c'était la première
section officielle, Ouais. mais ça fait une dizaine d'années que de temps en temps, Ils de grands programment des choses. artistes comme Inaritu, C'est Laurie ça. Anderson montrent certaines œuvres. Ce qui permet aussi de voir que pour l'instant encore, dans le domaine de l'immersif, on est sur des prototypes qui de temps en temps sortent du lot, C'est ça. mais il y a une véritable accélération. Mhm. Et ça, je le note, qu'on arrive vraiment à montrer de plus en plus d'œuvres ou de films immersifs qui racontent une histoire dans laquelle on est complètement immergé. C'est la promesse. C'est une promesse qui est aussi parfois, enlevée par le cinéma traditionnel, qui est aussi un art immersif. Donc là, je trouve qu'on voit vraiment une progression de ces deux milieux qui se mélangent, d'artistes numériques qui s'inspirent du savoir-faire qu'il y a dans le cinéma en termes de storytelling. Voilà, après plus d'un siècle quand même, il y a du savoir-faire. Et vice-versa, on voit de plus en plus peut-être dans les réalisations qui ont été portées par des personnes plus jeunes, aussi le langage du point de vue, le langage de l'interactivité qui se développe aussi dans le cinéma. Et là, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même des ponts qui commencent à se mettre sur pied. Vous avez parlé de cette section à Cannes, mais aussi de la Hollande. On a cette œuvre qui s'appelle From Dust, qui a gagné le prix de la meilleure œuvre immersive à Cannes, et qui est aussi voilà, un point important de la présentation qu'on a cette année, qui est une visite et un opéra créé pour une seule personne de manière immersive. Ok. Et c'est là où j'ai vu aussi cette année dans mon travail de sélection plusieurs œuvres qui nous projettent vraiment dans une expérience cinématographique qui s'adapte à nous, dans laquelle on peut se déplacer et qui nous permet vraiment de voir ce que pourrait être une forme de cinéma du futur. Ok. Je ne peux pas dire qu'elle va Non. nécessairement s'imposer, parce que ça demanderait un shift industriel, Absolument. technologique énorme. Mais en tout cas, la Il y a les prémices de proposition, quelque elle est chose. là Ouais. et ça fonctionne. Alors justement, pour se projeter dans le futur, dans quelques années, le festival devrait déménager en partie au Plaza, passer de la salle communale de Plainpalais, où il y a la salle Pito F, au Plaza. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce qu'on a des dates déjà plus ou moins avancées? Alors nous, on espère en 2027, en tout cas, c'est sûr qu'on sera au Plaza. D'accord. Possiblement, voilà, ça c'est un horizon pour nous. Le plus tôt, le mieux pour le GIF, pour ce qui est de ce déménagement. Et on a l'intention de garder la maison communale de Plainpalais pour étendre notre exposition d'œuvres immersives, non pas pour montrer plus d'œuvres, mais pour pouvoir montrer plus de ce cinéma, de ces œuvres qui prennent du temps et qui prennent de la place. Et alors, le Plaza va être pour nous une véritable montée en gamme. On pourra montrer des films et des séries dans un environnement qui a un vrai impact, qui rappelle la magie du cinéma. Et j'espère aussi que ça va véritablement rayonner à l'international. À mon sens, pour avoir vu les plans du Plaza et aussi avoir beaucoup de respect pour toute l'équipe qui est derrière, ce cinéma sera entre guillemets inoubliable. Donc les personnes qui vont venir présenter des œuvres vont pouvoir vraiment ressortir de là avec une impression forte. Pareil pour le public qui, j'espère, va aussi... j'espère que nos présentations au travers du Plaza vont toucher aussi un public plus large, à Genève, mais aussi dans la Romandie. Donc là, on a aussi des options de programmation qui, à mon sens, vont s'étendre. J'aimerais parler des séries. Alors, c'est un vaste débat dans la cinéphilie, loin de moi l'idée d'opposer qui que ce soit, mais j'ai une double question par rapport à ça. La première, c'est justement à quel point la cohabitation film-série est importante au GIF, et la seconde, plus personnelle, pour toi, à quel point justement ton amour des séries influence ou pas ta cinéphilie, à quel point tu arrives à faire cohabiter les deux, entre l'amour des séries, la cinéphilie. Je sais qu'encore une fois, c'est des débats qui existent beaucoup. Donc, à la fois l'importance de la présence des séries au GIF à côté des films, et personnellement à quel point l'impact des séries a justement un impact sur ta propre cinéphilie. Alors pour le GIF, je dirais que tant que le festival a ce pari de représenter l'audiovisuel au sens large et de faire écho finalement à l'écosystème des spectatrices, de nous, c'est important que les séries y figurent. Il y a aussi de plus en plus d'interpénétration entre la série et le cinéma.
que ce soit en termes stylistiques, mais aussi des auteurs, des autrices qui passent d'un format à l'autre. Cette année, on montre Ah, certaines séries, mhm, comme par exemple The Danish Woman mhm. de Benedict Erlingson, qui a passé du cinéma à la série. Et ça, c'est une chose, disons, un passage qu'on va voir de plus en plus. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir maintenir ça. Là où il y a peut-être parfois une limite ou des questionnements, c'est la question du passage d'une œuvre qui a été faite pour un écran petit, Mhm. pour une consommation, on dirait domestique, au cinéma. Et là, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour garantir l'accessibilité de l'intégralité de la saison dans son intégralité à notre public, Mhm. à travers de plusieurs initiatives. Mhm. Et ça me semble très important. Mhm. Et puis aussi, grâce au HD, on peut montrer de plus en plus de séries sur grand écran, Mhm. où en fait, ça vaut vraiment la peine De se déplacer pour de ça, se bien sûr. déplacer pour Ouais, les voir sur clairement. grand écran. Mhm. Donc ça devient aussi un argument intéressant pour le GIF. Quant à moi, j'ai je dirais que la seule problématique de voir des films et des séries, c'est le temps. C'est ça, c'est chronophage les Ah oui, séries, hein. eh oui. Oui, ouais. Plus qu'un film. Plus qu'un film, Ou en ouais, 19 épisodes, ou 20, ou 15, ouais, même 10. ouais. Mais c'est vrai, c'est Mais l'aspect maintenant, les chronophage qui séries est tendent à être problématique. plus courtes C'est aussi. Oui, ça, ouais, Oui. avec des oui. Enfin, mini-séries. les saisons des séries tendent à Ouais. être Ouais. plus courtes. Je vais juste conclure sur une question un peu annexe. Toi qui viens de Neuchâtel et de Lausanne, comment est-ce que tu t'es habitué au tissu genevois, qui est quand même assez particulier en Romandie? Il est hyper Ouais. particulier. Ça prend du temps, je trouve, de vraiment comprendre le tissu genevois culturel parce qu'en fait, c'est un des plus riches de Suisse. Faut vraiment aller à sa rencontre. Et il y a des événements autour du cinéma, par exemple, toutes les semaines. Donc, il faut trouver sa place et trouver sa spécificité. Et je pense que c'est un travail qui m'a pris pas mal de temps, d'autant plus que j'ai commencé avec 2 années de pandémie, où C'est il y a eu juste. encore Ouais. voilà, des restrictions, donc ça tournait pas à plein régime. Et ça a été pour moi une vraie découverte. Mais je trouve que la ville de Genève est une ville extrêmement chanceuse. Et il y a aussi une scène de festival qui est Ouais, on en a parlé extrêmement, au Ah, je sais pas, numéro précédent. dynamique. Voilà. Et très nombreux, Ça ouais. énorme. n'arrête Ouais, pas. Ça ouais, n'arrête pas. ouais. Et donc, pour trouver sa place, je pense que, en tout cas, la réponse que moi et mes collègues on a trouvée, c'est la spécificité, c'est-à-dire vraiment s'affirmer avec une forte personnalité et puis maintenir et répéter les domaines sur lesquels on veut s'affirmer et être fort. Absolument. Pour conclure, est-ce que tu veux parler d'un événement particulier? Bon, évidemment, il y a la venue de Stephen Frears, évidemment, dont tout le monde parle. Est-ce que tu veux parler de ça? Est-ce que, à l'inverse, bon, c'est peut-être pas évident pour toi, mais est-ce que tu as un film ou un événement qui t'excite tout particulièrement, où tu te dis, là, j'ai tellement hâte de le montrer au public parce que j'ai hâte d'avoir un retour? Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose qui te titille plus qu'un autre? C'est peut-être pas facile. Tu peux en dire plusieurs, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est gentil de comprendre ça. C'est pas le cas de tout le monde. C'est Non. vrai que c'est hyper dur parce qu'on met Ouais, bien sûr. notre sauce sur toute la programmation. Je pense que c'est important de parler de la présence de Alan Ball au GIF, Aussi. Ouais. Mhm. qui est vraiment un auteur, un scénariste qui a eu une influence absolument énorme sur la télévision de Et prestige. film et série, d'ailleurs, les deux. Tout à fait. Ah ouais, ouais, justement. Il a eu un Oscar pour American American Beauty. Beauty. Il a fait un film en 2020, Uncle Frank, que je recommande, qui est vraiment très très beau. Et puis c'est le créateur de Six Feet Under et True Blood, ouais. qui ont eu une influence Énorme. Mhm. générationnelle, mais pas seulement. Mhm. On en Et il va parlait donner avant. une conférence d'une heure que Mhm. je recommande vraiment chaudement à toutes les personnes qui s'intéressent aussi à la question de la liberté des représentations au cinéma et dans les séries, des voix, parce qu'il a été un des premiers aussi à s'investir pour la cause LGBTQIA+, à Hollywood, mais pas seulement. Il a été très généreux dans ses personnages. Il a représenté toute une large gamme de communautés qui étaient d'habitude exclues de la représentation dans le prestige, dans les œuvres très populaires. Donc lui, vraiment, je soulignerais. Puis, je voudrais aussi rappeler qu'on montre beaucoup d'œuvres suisses au GIF, des séries, mais pas seulement. Et que je trouve souvent, on est un petit peu critique. Et puis là, on est à l'aune aussi d'une votation qui pourrait être vraiment mortifère pour l'audiovisuel suisse, qui est cette votation sur la redevance. Donc vraiment, à toutes les personnes qui hésitent, allez voir les séries suisses, les films suisses, nos coproductions, pour vraiment se rendre compte à quel point ça représente notre imaginaire collectif et à quel point on doit défendre à tout prix notre capacité en Suisse à produire des œuvres. Il ne s'agit pas de dire, parce que des fois j'entends des arguments, oui,
On a de toute façon l'offre hollywoodienne, pourquoi on aurait besoin d'une offre locale, etc. Et de rappeler que c'est essentiel qu'on puisse s'exprimer, nous, pour dire ce que nous, on a à dire avec nos références. Ça me tient très à cœur. Parfait, merci oui, beaucoup d'avoir merci répondu à Anaïs, nos merci questions. d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis, donc le GIF pour rappel du 31 octobre au 9 novembre. Exact, on vous attend. Absolument, merci beaucoup. on Tu y peux sera. rester pour nos coups de cœur, coups de gueule si tu veux. On termine sur les coups de cœur et les coups de Voilà. gueule de chacun. Je te m'intéresse. laisse la parole, Pierrick. C'est quoi, Oui, c'est alors, toi qui démarre. ouais, côté coup de cœur, moi je veux parler d'une très belle ressortie en salle de la part des cinémas du Grutli, d'un des plus beaux films de Mizoguchi qui ressort en 4K. Et notamment, ça a été permis cette ressortie en 4K grâce à la fondation créée par Martin Scorsese, la Film Fondation. Donc, c'est les contes de la lune vague après la pluie. Donc, pour petit rappel, Mizoguchi, c'est aussi La vie d'Oharu, L'intendant Sancho, La rue de la honte. Il a fait partie de cette merveilleuse triade avec Ozu et Kurosawa de l'âge d'or du cinéma japonais dans les années 50. Donc, grand maître de la mise en scène et puis avec des plans séquences absolument dingues. Donc, en fait, c'est un film qui est dramatiquement d'époque, qui parle d'illusions perdues, de la cupidité des hommes, du rêve de grandeur au détriment des valeurs, avec des hommes qui se battent pour un statut, pour de l'argent, et qui finissent finalement complètement hantés et perdus. C'est un film aux confins du surnaturel qui subjugue à la fois par la beauté esthétique, mais aussi par la contemporanéité indéfectible de son message. Donc c'est vraiment sublimissime. Donc Les Contes de la Lune Vague après la pluie de Mizoguchi, qui sera donc au cinéma du Grutli les 12 novembre et 25 novembre. Pour mon coup de gueule, je vais le dire haut et fort, Robert, reprends-toi. Je ne parle pas de Robert, le voisin de palier qui s'étouffe dans sa saucisse purée, mais bien de Robert Pattinson, mon petit chouchou qui enchaîne en ce moment tous les mauvais choix. Alors, Robert Pattinson, bon, il y a eu Twilight, ok, mais après, le doublé Cronenberg avec... C'est pas si mal. Et c'est pas si mal. Voilà. C'est pas si mal. Mais le doublé Cronenberg avec Match to the Star et Cosmopolis, Le Good Time des frères Safdie, Lost City of Z de James Gray, High Life de Claire Denis, qui est pour moi un très très bon film. Et là, c'est le drame. Il enchaîne les daubes. Il a joué, et on l'a vu à Cannes, moi j'ai trouvé ça l'un des pires films que j'ai vu à Cannes, c'est Die My Love de Lynn Ramsey, qui va sortir je sais pas quand, mais c'est une catastrophe. Pas de date pour l'instant, je crois. C'est une cata, il est dans le foireux Mickey 17 de Bong Joon-ho, les Batman sont pas terribles, et là, le baiser de la mort, il s'associe avec Zendaya dans 2 films, Le Dune 3, de Denis Villeneuve, et apparemment une comédie romantique qui s'appelle The Drama, qui porte bien son nom. Donc, moi, je suis triste parce que c'était mon petit chouchou Robert Pattinson, et là, je crois qu'il prend vraiment la mauvaise tangente. Donc, j'aimerais lui dire, reprends-toi Robert, s'il te plaît, parce que je suis un peu triste pour ta carrière là. Voilà mon coup de gueule. C'est contre Robert Pattinson. Et Zendaya un peu. Un peu Zendaya. Un petit coup par derrière Zendaya. Non, pardon, ça se dit pas. Mais en tout cas, c'est voilà, pour moi, ça va pas dans le bon sens. Peut-être qu'il va se reprendre. Peut-être j'espère. Avec un autre Claire Denis ou quelque chose du genre. Je mais sais pas. Pas pour le moment, en tout cas. Ouais. Non, ça n'a pas l'air. Alors moi, mon coup de cœur, je vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais saluer une démarche que j'ai envie d'encourager. C'est la rétrospective qui a lieu actuellement au cinéma du Grutli. Lucille Hadzi-Halilovic. J'ai pas vu tous ces films, mais pour moi, c'est un regard, enfin une singularité du regard et de la démarche qui va à rebours de tout ce qui se fait dans le cinéma français notamment, et y compris dans le cinéma de genre. Je suis incapable de la définir et même de la situer. Elle est par définition indéfinissable. Et le point d'orgue de cette rétrospective, c'est la sortie enfin de son dernier film, La Tour de Glace, qui est déjà sorti en France, qu'on n'avait pas encore eu chez nous, avec Marion Cotillard, dont on peut saluer le courage, parce que finalement, une star comme elle pourrait ne pas accepter ce genre de film et se cantonner dans des zones plus confortables. Là, ça va rien lui rapporter au fond, ce film. Et je trouve que de sa part, c'est vraiment courageux et que c'est une prise de risque que je salue, voilà. Et petite parenthèse, je veux saluer le fait que le LUF, le Lausanne Underground Film Festival, avait passé Herwig de Lucille Halilovic il y a 2 ou 3 ans déjà. D'accord, ça j'ignore. J'avais vu. Et donc, je conseille d'aller se promener dans les différentes sections de cette rétrospective. Il y a même une série de courts-métrages qui se poursuivra jusqu'au 25 novembre. Donc, ça vous laisse du temps. Elle se poursuivra après le GIF. Je crois que c'est d'ailleurs pour laisser la programmation du GIF s'installer confortablement. Mon coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est une suite de vannes sur les Oscars 2026. Parce que là, on aura de quoi dire et de quoi faire. Il n'y a encore pas de film qui est nominé, mais il y a déjà des rumeurs. Alors, j'ai appris qu'il y aura un prix du meilleur casting cette année, un Oscar du meilleur casting.
Autrement dit, on va récompenser le travail des directeurs de casting. Alors, je vais être de très mauvaise foi, mais moi, j'ai jamais compris à quoi ils servent. Pour moi, un réalisateur, il doit faire son casting lui-même et pas passer par des autres. Je suis une mauvaise foi, j'avais prévenu. Alors ensuite, parmi les candidats au meilleur film, il y a déjà des bruits qui courent. Alors ça me fait rire parce qu'il y a Avatar 3, que je sens que ça va être un film révolutionnaire. Je ne sais pas pourquoi. Il y a F1, Formule 1. Ah, que j'ai bien aimé, moi. Ah ouais, qui a J'ai été beaucoup vu par aimé. 3 personnes, dont Ah toi. ouais, et que j'ai adoré, que j'ai défendu d'ailleurs. Et Ouais, j'exagère en d'accord. plus. Non, Il y a 3 personnes et Brad Pitt. ouais, j'ai au adoré milieu. ce film. Ouais, ok. Bon voilà, c'est peut-être toi C'est moi, qui a c'est moi qui a soufflé fait les listes, les Et il y Oscars. a aussi Sinners de Ryan Coogler, Aïe, ouais, beaucoup moins qui est bon. pas mal, mais Ouais, enfin, Ah, Oscar il y a de- Sinner, c'est F1 dans les rumeurs. dans les Oh rumeurs. mon Dieu, ouais. d'accord. Ok. C'est bien, mais il Ouais. faut pas pousser. Ouais. Et enfin, il y a Tom Cruise qui recevra un Oscar d'honneur. Je pensais qu'il en avait déjà eu un. Il en reçoit tous les ans, non Ouais, non, je crois pas. Je crois pas, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il y avait l'histoire du simple accident de Jafar Panahi. Oui, que T'en as j'avais dit déjà l'autre fois, que fait j'ai un dit, coup ouais, de qui sera gueule. peut-être représenté sous le drapeau français, alors que c'est un film. Qui sera purement Ah oui, parce qu'il a iranien. parce qu'il y a- shortlist. Exact, Il y a encore ouais. la shortlist. Il va sûrement y être. Euh, Probablement qu'il va y être. ouais. Avec cette petite pique, il y en aura d'autres pour les Oscars. Hein. On a de la réserve, hein, je ouais, pense. ouais. Ça va faire pas mal de coups de gueule, je pense. Oui, je pense aussi. Et on a terminé avec ce 4e épisode de Grand Angle. Exact. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Pierrick. Merci, beaucoup, Anaïs. Et de puis- ta patience, de tes réponses, de ta Oui. présence. Et puis on va tous au GIF. Voilà. Voilà. Bah, je me réjouis. Et on se retrouve dans 15 jours pour le Nouveau 5e numéro. numéro de Grand Angle. Exact, ça passe vite. Hein. Très, Allez, très ciao, vite. à bientôt. Bye bye. Au Ciao. revoir.